Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Mais qui a remporté la présidentielle du 27 décembre 2019 en Guinée-Bissau? Quand le saurons-nous définitivement? Alors que le délai du 15 février donné par la CEDEAO pour connaître les résultats définitifs a expiré, c'est toujours l'incertitude, voire l'impasse en Guinée-Bissau. Mais comment en sortir? Comment éviter que le processus électoral ne débouche sur une crise politique majeure en Guinée-Bissau? Trois invités avec moi pour en parler. Georges Albino Monteiro, vous êtes le représentant en France du MADEM G15. MADEM, c'est le mouvement pour l'alternance démocratique de Sissoko Embalo, l'homme qui revendique la victoire et qui sillonne déjà le continent en tant que président élu, alors même que la Cour suprême n'a pas encore tranché le contentieux électoral, a déjà pris sa décision. Il sera investi le 27 février 2020. On en parle au cours de cette émission. Merci Albino Monteiro d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alfred Balokoun, vous êtes universitaire, président des juridictions du PAIGC, c'est la dénomination spécifique interne à votre parti politique, le parti de Domingo Simoes Pereira, qui, lui, avec patience et parcimonie, dit s'en remettre à la volonté de la Cour suprême. Qu'est-ce qui fonde le recours qu'il a déposé, ou du moins les recours qu'il a déposés auprès de cette juridiction, et qu'attend-il d'elle? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Dans cette émission, nous parlerons institutions internationales, nous parlerons droit, notamment droit constitutionnel. C'est à juste titre que je vous ai invité. Jean-Paul Cotem-Bedouno, vous êtes juriste, attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'école de droit de la Sorbonne en France. Merci. Merci D'avoir accepté notre invitation. L'un a 47 ans. Il s'appelle Umaro Sissoko Embalo. Ce que décidera la Cour suprême lui importe peu, dit-il. Sa décision est prise. Il prêtera serment le 27 février 2020 contre vent et marée. L'autre a 51 ans. Il s'appelle Domingo Simoes Pereira. À l'opposé de son adversaire, il dit attendre de la Cour suprême la vérité des urnes. C'est un sujet portrait des deux anciens premiers ministres qui se disputent la victoire en Guinée-Bissau. Il est signé Ange Bijou Nomeño. Deux anciens premiers ministres cristallisent les attentions en Guinée-Bissau. Umaro Sissoko Embalo et Domingos Simoes Pereira. Le premier a 47 ans et revendique la victoire à l'issue du second tour de la présidentielle du 27 décembre 2019. Le 27, je serai le président investi de la République Guinée-Bissau. Le cours constitutionnel de Guinée-Bissau, le cours suprême, s'il veut, n'a qu'à annuler, n'a qu'à faire quelque chose. Le 27, je suis le président investi de Guinée-Bissau. Et je mets en garde, seul, je connais des pays, certains pays, qui rentrent de manipuler mon frère Domingo Simoes Pereira. Et là, il me trouvera debout pour savoir que Guinée-Bissau sera plus jamais en otage. Je prends en témoignage le peuple bissau-guinéen qui ont voté pour moi. Et puis ce cinéma de cours, je ne sais pas de quoi, je ne sais même pas quoi, je ne me mêle pas dans ça. Umaro Sissoko Embalo n'est pas du genre à avoir la langue dans sa poche. À peine la commission électorale a-t-elle proclamé les résultats provisoires qu'il multiplie les interviews et les déplacements internationaux. Il s'est même fait remarquer lors d'une interview en accusant le président guinéen Alpha Condé d'avoir tout fait pour qu'il ne soit pas élu. Son air provocateur a commencé dès lors qu'il a rompu son alliance avec le parti historique PAIGC. Domingo Simoes Pereira, lui, est plutôt réservé, tempéré et patient. Ingénieur en génie civil, il a mené sa campagne en se présentant comme étant le candidat de la stabilité. C'est en 2015 que ces déboires ont commencé avec le PAIGC lorsqu'il a été limogé par le président José Mario Vaz. Mais contrairement à son challenger de la présidentielle, il est resté lui fidèle au parti d'Amilcar Cabral. En ce qui concerne mon adversaire, l'autre candidat, je ne me donne pas la tâche de le juger, mais je pense quand même important de dire que ce n'est pas l'international, ce n'est pas nos frères
à l'international qui sont en train de choisir notre président. Il m'étonne, et c'est pourquoi je pose la question. À qui ça gêne de faire le recomptage des voix? Nous avons 500 et quelques mille électeurs. Nous n'avons pas la population du Congo. C'est 500 et quelques mille électeurs. On est au deuxième tour d'une élection présidentielle. Si la CNE assume qu'il a commis une erreur, elle a commis une erreur. Si la Cour suprême a déjà délivré une décision, si l'ensemble de la nation bissau-guinéenne attend de savoir exactement quelle était la vérité des urnes, à qui ça gêne d'aller vers les urnes, d'ouvrir les voies et de faire le recomptage direct. Umaro Embalo Sissoko a été Premier ministre du 18 novembre 2016 au 22 janvier 2018. Il a démissionné de son poste suite à une contestation du PAIGC. Domingos Simoes Pereira a également été Premier ministre du 4 juillet 2014 au 20 août 2015. Il a été limogé de son poste suite à une dissension avec l'ancien président José Mario Vache. Mais l'homme dit incarner les valeurs républicaines et ne manque pas de rappeler que qui aspire à diriger la Guinée-Bissau doit respecter ses institutions. Pendant qu'il s'en remet patiemment à la Cour suprême de son pays, seul juge de recours en matière électorale, Umaro Embalo Sissoko, lui, promet déjà de prêter serment contre vents et marées le 27 février prochain. C'est dire qu'on est bien loin de l'épilogue de la crise post-électorale en Guinée-Bissau. Comment commencer cette émission sans saluer le calme et la sérénité qui caractérisent en ce moment le peuple bissau-guinéen, un peuple qui fait confiance aux institutions de son pays et qui est en train de donner une belle leçon et démonstration de maturité politique. C'est très important de saluer le calme des Bissau-Guinéens. Sous d'autres cieux, on aurait déjà une explosion face à cette situation de blocage. Mais il est important ici de saluer la maturité du peuple bissau-guinéen. Monsieur Albino Monteiro, nous sommes le 8 février 2020 à Addis Abeba, en Éthiopie. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, il est portugais, la précision vaut la peine, il connaît très bien la Guinée-Bissau. Il dit, je le cite, « En ce moment, un processus est en cours et nous attendons calmement les résultats pour que le processus électoral puisse être conclu. C'est pourquoi les Nations Unies ne prendront aucune initiative pour l'instant en attendant la décision finale de la plus haute juridiction, c'est-à-dire la Cour suprême. » Fin de citation. J'ai envie de vous demander, pour commencer cette émission, Monsieur Monteiro, qui valide et proclame les résultats définitifs d'une élection présidentielle en Guinée-Bissau? Qui proclame et donne le résultat définitif des élections en Guinée-Bissau, oui. C'est vrai que c'est la Cour suprême. Mais qui organise les élections? C'est là qu'il faut commencer. Qui organise les élections? C'est la CNE, donc la Commission nationale des élections. Oui. Donc, un organisme indépendant, voilà, qui a beaucoup travaillé dans la rapidité, honnêteté, la transparence, la comptabilité propre pour donner ces résultats. Qui a organisé les élections? C'est le gouvernement d'Aristides Gomes. C'est le gouvernement d'Aristides Gomes qui a le ministère de l'Intérieur. C'est le gouvernement d'Aristides Gomes qui a le ministère de l'administration territoriale. Donc, ils avaient tout à main. Très bien. Vous avez répondu. Donc là, on ne peut pas dire, là, aujourd'hui, oui, pour ceux qui nous écoutent, oui, que le Umaro Sissoko Embalo n'a pas gagné les élections. Ah, vous venez de dire, M. Monteiro, et tout le monde l'a entendu, qu'en Guinée-Bissau, c'est la Cour suprême qui proclame les résultats définitifs. La deuxième question, c'est pourquoi n'attendez-vous pas que la Cour suprême proclame les résultats définitifs avant de revendiquer? Non, nous, selon les résultats
que la CNE a proclamé. Oui. Non, moi je ne vous parle plus Non, de la commission électorale. D'accord, vous parlez de la Cour suprême. La Cour suprême. Oui. Vous avez reconnu que c'est elle qui donne les résultats définitifs. Mais la Cour suprême, dans la première instance, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, là, comme les résultats sont venus, moi, je n'ai pas d'autres éléments à juger négatifs pour la victoire de Oumar Sissoko Embalo. Au moment où on est en train de faire cette émission, on est d'accord que la Cour suprême n'a pas encore proclamé les résultats définitifs de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau. Oui, nous sommes d'accord. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? D'accord, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Ah bon? Oui, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Pourquoi? Oui. Parce que la Cour suprême, lorsque le PAITC a fait réclamation, oui, et que la CNE, la Commission nationale des élections, oui, après avoir donné les résultats, oui, tous les résultats au tribunal suprême, donc le tribunal suprême a convoqué une réunion. Et puis ils ont vu qu'il n'y avait rien d'anormal, voilà, dans ces élections-là. Et donc, il a renvoyé ces dossiers-là. Ces dossiers à la Cour suprême. Non, à la Commission d'élection. Oui. Et la Commission d'élection a vérifié, il a donné ses verdicts. Sauf que ce n'est pas l'avis. Il a donné ses verdicts. Son verdict. Alors, mais qui est encore soumis, à l'approbation finale de la Cour suprême. On est d'accord. Mais tout ça, c'est le PAIGC qui essaye d'intimider les gens. Ah, il est là, il va vous répondre. Mais cette fois, je vous assure, pour tous qui nous écoutent, cette fois, ça ne passera pas. Cette fois, ça ne passera pas. Le message, il est très clair. Vous êtes en train d'intimider les institutions de votre pays. Monsieur Balokoun. Alors, lorsqu'on entend Monsieur Montero, qui est un responsable d'un parti d'opposition, oui, ce parti qui a ambition demain d'entrer dans la gouvernance de notre pays, la Guinée-Bissau, oui, c'est inquiétant, très inquiétant, parce que je vais vous résumer ces propos qui sont assez récurrents dans les débats politiques qui sont menés, malheureusement, aussi bien en Guinée-Bissau qu'à l'extérieur. Allez-y très rapidement. Je vous résume en disant, la force du droit, vous avez deux personnes antinomiques, deux personnalités antinomiques. Vous avez Domingo Simões Pereira contre Umaru Sissoko. Oui. Et ça veut dire tout simplement que vous avez la force du droit contre le droit à la force. Nous ne sommes pas dans ce genre de situation. Dans quelle situation êtes-vous? Allez-y très rapidement. Alors, que réclamez-vous? Nous réclamons une seule chose. Oui. Toute la loi, le respect de la loi, et le respect. Quelle loi n'a pas été respectée? Dites-le très rapidement. Nous avons déposé, conformément aux prérogatives du code électoral, oui, nous avons déposé des recours, oui, en temps et en heure, selon les préconisations juridiques qui s'imposaient. La Cour suprême a étudié notre recours et elle a sorti une décision 01-2020, bien sûr, qui est très claire. Qui dit quoi? Qui dit tout simplement, qui invite la CNE à faire ce qu'on appelle l'appurement. Ouais. L'appurement, recomptage des voix, c'est ça? Bien sûr. D'accord. L'appurement, c'est une technique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une technique économique et financière qui consiste à valider les bilans financiers des entreprises. C'est une technique qui est parue au XVIe siècle. D'accord. Aujourd'hui, sur le plan juridique, transposé. Sur le plan juridique, ça veut tout simplement dire qu'il faut vérifier la comptabilité. Donc, ça veut dire qu'il faut compter. Si on doit vérifier les résultats, ça passe par les contrôles, par les calculs. Qu'est-ce qui vous a poussé à saisir la Cour suprême, concrètement? Pour que ceux qui nous suivent comprennent. Oui. Quelles sont les irrégularités majeures qui fondent le recours que vous avez déposé auprès de la Cour suprême? Alors, les irrégularités, elles sont pléthores depuis le début du processus. Vous avez, dans certains bureaux de vote, oui, vous avez, par exemple, le nombre d'inscrits qui ne correspond pas du tout avec les personnes qui ont voté
Il y a eu plus de votants que d'inscrits sur les listes électorales ou l'inverse? Si c'est l'inverse, il n'y a pas de souci, normalement. Non, ce n'est qu'un petit exemple. Lorsque vous avez également, au niveau, vous avez entendu comme moi, oui, qu'au niveau du Portugal, on a eu 3 hackers qui seraient financés par un parti, etc. Bon, on va laisser ça là. Oui. Restons en Guinée-Bissau. Oui. Restons en Guinée-Bissau. Il y a des incidences, tout à fait. Voilà. Vous pouvez nous donner, c'est vrai, on lit dans certains de vos documents qu'il y aurait eu plus de 30 000 votants qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Oui. Il y a eu ces constats. Et vous avez la preuve effectivement de ces Toutes les preuves ont été déposées à la Cour suprême. Toutes ces preuves. Et donc ce que vous attendez aujourd'hui, encore une fois, c'est le recomptage des voix. Absolument. En tout cas, c'est ce que la Cour suprême a encore La recherche de la vérité électorale. La vérité électorale. En tout cas, c'est ce que la Cour suprême a encore indiqué dans son arrêt rendu ce 14 février, à la veille du délai fixé par la Cour, par la CEDEAO. Arrêt dans lequel d'ailleurs la Cour suprême recuse la médiation politique de la CEDEAO, mais on reviendra là-dessus. Monsieur Paul Tombiogu, excusez-moi si je ne prononce pas bien votre mot, mais je sais que vous êtes gentil vis-à-vis de moi. Dans ces conditions, que dit véritablement la loi? Qui, encore une fois, a le dernier mot dans cette situation de blocage aujourd'hui? Je pense qu'essentiellement, il faut commencer par dire que nous ne sommes pas dans une situation similaire à celle du transfert aux autorités militaires ou aux autorités politiciennes de la résolution des questions démocratiques telles que, vous le savez, on en a déjà parlé, nous les avons initiées dans les années 90 avec les conférences nationales. Là, nous avons 2 situations qui sont, me semble-t-il, caractéristiques d'une mutation positive dans le cadre de la dynamique démocratique que nous avons souhaitée, parce que nous avons quand même affaire à un État qui s'appelle la Guinée-Bissau, un État dont on sait qu'il fut marqué dans un passé très récent par des coups d'État qui parfois ont débouché sur des exactions revêtues d'un caractère criminel dans les rapports entre les politiques et les militaires. Et là, nous avons tout d'un coup un débat qui met au centre une institution juridictionnelle. D'abord une institution fondamentalement politique, n'est-ce pas, la Commission nationale des élections, et ensuite une institution juridictionnelle. C'est déjà très salutaire. Et c'est pourquoi je trouve que vous aviez raison justement de considérer que c'était déjà une bonne avancée, une grande mutation justement dans la gestion des affaires politiques. Pour revenir à votre question, je devrais d'abord commencer par dire qu'en réalité, la situation est fondamentalement, me semble-t-il, inscrite dans le droit de la CEDEAO, le droit de l'Union africaine, parce que la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, plus le protocole de la CEDEAO, puisqu'on parle du protocole du 21 décembre 2001 sur les élections et la bonne gouvernance, prévoit dans des dispositions sur les articles premiers ce qu'on appelle les principes de convergence constitutionnelle qui prescrivent d'une part l'interdiction de l'accès au pouvoir de manière anticonstitutionnelle, mais d'autre part aussi l'exigence de la transparence dans les processus électoraux. Il me semble en définitive, au regard de l'ensemble de ces considérations, que l'attitude qui consiste pour une juridiction constitutionnelle d'exiger le recomptage des voix me semble fondamentalement inscrite justement dans des exigences de transparence telles qu'elles sont observées et voulues par la CEDEAO et il me semble également par l'État de Guinée-Bissau. Au fond, ce que vous nous expliquez, vous qui êtes spécialiste de la question, les arrêts successifs rendus par la Cour suprême bissau-guinéenne s'inscrivent parfaitement dans le cadre même des exigences même de la CEDEAO. Il me semble que je ne vois absolument pas un argument de droit qui a déjà été opposé à la Cour suprême. Puisque nous avons écouté M. Ambalo, je ne suis pas sûr d'avoir perçu un argument de fond de nature à justifier que la Cour suprême ne puisse pas en droit avoir l'office, la possibilité de statuer et demander un recomptage. En tout cas, c'est pas ce qu'il a dit. Il a reconnu en début d'émission que la seule juridiction en Guinée-Bissau qui proclame les résultats définitifs s'appelle la Cour suprême. Que dire maintenant de l'ingérence, je dirais plutôt, du rôle que joue la CEDEAO dans le processus électoral dans votre pays, la Guinée-Bissau? On en parle après une courte pause. À tout de suite.